Dans la F2M Toulouse, on est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Bonjour à ceux qui nous écoutent aussi en podcast de la composition de cette feuille de match, la 335e. Dans les buts gardiens des réseaux sociaux de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille ? Ça va alors que DJ Fredo s'amuse aux platines. C'est à Vinci qu'on est en cabine, quoi. Ah, putain. En forme ? J'ai fait un enchaînement après ça, super. 2 matchs ce week-end. Ouais. Comme toi. Ouais. Moi, on a été. Moi, j'ai pas eu de défaite au moins. T'as pas eu de défaite au moins ? Pourquoi ? Ah oui, putain, si. Bah, moi, j'en ai eu 2, moi. 3 même. Je crois que c'était visé. Hein, comme À peine. Ouais, c'est pas grave. En défense, ça sera Mathilde. Comment elle va, Mathilde ? Ça va bien, merci. Je me suis remise du froid de dimanche. Je me suis réchauffée. Ah, tu m'étonnes. Vous avez dû vous cailler. Ouais. Oh, un petit peu, ouais. Il faisait un froid de poussin, du coup. Waouh. J'ai envie de faire une vanne thématique. En ref au pull. Exactement. Et au micro. Et au micro. Au milieu de terrain, c'est notre Andy Tolosa. C'est notre président. Comment il va ? Ça va très bien. Je me suis bien remis du Danube. Donc, j'avais un peu plus chaud qu'au stadium, peut-être. Ouais. En attaque, c'est Clément. Comment il va, Clément ? Eh bien, écoutez, très bien. On va essayer de faire parler la taille sur corner et mettre des têtes, mais c'est pas gagné. Mais ça va. Fredjack fera part aussi le corner. Allez, t'es remis de ça. Je te mets dans le thème de l'émission ou pas ? Je te mets dans le thème ou pas ? On va en parler. Et notre coach ce soir à la technique audio, c'est Avinci ou Fredo, comme vous l'appelez comme vous voulez. Ça va ? En forme ? Ouais, très très bien. Ouais. On fait un coucou aux absents, donc au sens Ben, Sacha, Elliot, Mehdi, Rémi et je pense que j'ai dit Arthur aussi. Et Nadia, voilà, parce que je les ai mal notés, donc j'ai dû faire 2 têtes. Si d'ailleurs je lance un avis de recherche de Elliot, si quelqu'un l'a vu, je serais chaud de savoir s'il va bien. Au programme, les actus, retour sur les matchs du week-end Académie féminine, on fera un retour ensemble ainsi qu'avec le coach Antoine Gérard et on fera un gros retour sur Monaco TFC. Vous pouvez bien sûr agir avec nous avec le hashtag FDM Toulouse sur le compte X, la feuille de match foot. FDM Toulouse Foot. FDM du coup, pardon. Il y a eu des changements. C'est ça, il y a eu des petits changements. Mise à jour. La feuille de match sur Facebook, Radio Xtania, ainsi que sur Twitch, la feuille de match et YouTube. La feuille de match, vous pouvez nous appeler au 05 61 80 40 avant qu'on démarre cette 335e émission, parce qu'on a du monde qui est connecté. Et oui, on a du monde, on a GFAK, on a Volarium, on a aussi Freefly qui lâche, du coup, il nous dit que la feuille de match, la chaîne Twitch qu'il a le plus regardé en 2024. Okay, c'est le moment des bons goûts. des qu'on appelle ça là, des bilans de l'année, voilà, des recaps. On est parti pour la 335e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on attaque avec les news. On va commencer avec la billetterie de Lyon Saint-Jean contre Monaco qui est ouverte. C'est sur le site du TFC, ça a ouvert ce soir. Les tarifs sont entre 10 et 25 €. Comme pour les féminines, les portes s'ouvriront les unes après les autres en fonction de la demande. On a pu en parler un petit peu avec Fred, l'insider qui a eu la primauté de l'information. Donc on verra comment ça se remplit. En tout cas, on leur souhaite à l'Union d'avoir le plus de monde possible pour ce match. On enchaîne avec l'association du TEF qui recherche des arbitres ainsi que des bénévoles pour aider dans l'association du TFC, donc la logistique des équipes des jeunes ainsi que des féminines. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le assotfc ou candidater sur assotfc@toulousefc.com. Elle m'a parlé du Toulouse Football Cœur, la cause mise en avant par la Fondation du TFC pour ce mois de décembre, c'est le Médecins du Monde. Ils auront un match dédié, c'est le seul de décembre, ça sera ce vendredi contre Saint-Etienne. C'est important, vous pouvez faire un don, il y aura une grande collecte de produits d'hygiène et de première nécessité. Toutes les infos sur le site du TFC ou sur le compte Instagram du Toulouse Football Cœur. Les U12, ils ont participé au Christmas Trust Tournament Premier League à Ypres. J'ai très envie que tu le redises. Non. En Belgique, du coup, il termine à la 7e place avec 3 victoires contre Middlesbrough, Brentford et Liverpool. C'est bon ? Ça va. Liverpool. 2 nuls contre Brighton et Liverpool. Et 2 défaites contre Anderlecht et Arsenal. A noter qu'un ambassadeur de choix a accompagné les jeunes Pichoun, c'était notre ancienne capitaine Brett de Jagereux. On enchaîne toujours avec les jeunes après formation à la Fabrique Violette. Les U14 ont perdu 1-0 à Pamiers, les U15 ont battu Lourdes 3-2 et les U16 ont fait 0-0 dans le derby contre l'UJS Toulouse. On enchaîne avec l'Académie. Il n'y avait pas de match, c'était bien reporté pour la N3, donc pas de match au Cap Ferré. Pas de date de report pour le moment, on verra la suite. Et les 19, c'est une victoire 4-2. Il y en avait notre envoyé spécial là-bas avec Nathan qui nous a fait un retour de ce match, un résumé complet. Mon cher Fred, c'est à toi de mettre le résumé des 19 de Nathan.
s'il te plaît. Merci. Concernant les U19, ils jouaient sur l'annexe 1 au stadium. Du coup, c'était la 15e journée de U19 nationale dans la poule D. Les Toulousains affrontaient le Gazélec Ajaccio, classé milieu de tableau, et le TFC, eux, ils étaient 3e avant ce match. D'ailleurs, c'est eux qui démarrent bien la partie avec une grosse domination dans le premier quart d'heure de jeu, qui se concrétise par un but à la 6e minute de Lucas Mayol, qui vient reprendre d'un pas du pied le centre de Enzo Fati, un centre en retrait. Et ensuite, on va dire que le match est un peu plus équilibré. Ajaccio était plus compact et a su avoir une petite maîtrise sur le ballon, mais c'est aussi une équipe en contre. Ça a été ça toute la rencontre, une équipe en contre avec des attaquants assez rapides, une domination du coup en faveur d'Ajaccio. Après, on va dire ce quart d'heure de jeu, là aussi concrétisé par non pas par un mais par 2 buts par Roméo Fagé Antonetti et Isaac Willem, 2 buts assez similaires sur des centres. À noter aussi la blessure de Mathis Niflor qui a dû sortir avec les pompiers. Il ne pouvait pas bouger. Et le match a été interrompu 30 minutes. Et ensuite, au retour des vestiaires, toujours Ajaccio qui avait cette petite domination. Aussi, ce qui a aidé la domination d'Ajaccio, c'est le déchet technique des Toulousains, notamment de la charnière centrale avec Metalli en grande difficulté sur ce match, un manque cruel de technicité de sa part, ce qui a profité au contre de la part des Corses. C'est d'ailleurs Metalli qui profite à la 61e d'une erreur défensive du Gazélec Ajaccio pour venir égaliser. Ensuite, Lucas Mayol, lui, profite d'une erreur sur une mauvaise sortie de la part du gardien pour venir marquer le but du 3-2 et notamment son doublé. Et ensuite, Enzo Fati qui vient conclure ça avec un but sur un centre en retrait de Canvo. Donc un match abouti pour la part des Toulousains, mais qui aurait pu faire mieux, notamment avec beaucoup de déchets techniques. Mais Toulouse remporte ce match aidé par ses adversaires, et ce qui permet de prendre la 2e place de cette poule D derrière l'Olympique de Marseille, tandis que Ajaccio est 7e. Eh bien, on remercie Nathan qui nous a fait un résumé complet avec noté la grosse blessure, enfin la grosse frayeur de Mathis Niflor. Le club n'a toujours pas communiqué dessus. Mais en tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement et surtout bon courage dans ces moments un petit peu compliqués pour lui. En parlant des gardiens blessés, j'ai oublié de le mettre en news. On a vu que Justin Lacombe a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc yes. C'est une bonne chose, en espérant que pour Mathis, ce ne sera pas trop grave. Les U17 pour terminer, victoire 4-2 contre Béziers, qui était sur le podium, Béziers à ce match. Donc Akpakoun marque un doublé, Belangot et Favier sont les autres buteurs. Je remercie tous infos sur Instagram qui nous a pu me donner cette information-là, puisque sur le site de la FFF, c'était pas actualisé. Le TFC est 10e et pourrait recoller la 7e place en cas de succès contre Marmande. Leur match en retard, il aura lieu demain mercredi à 18h sur l'annexe Bristaton. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à y aller. On va passer aux féminines. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. On devait l'avoir vendredi. Tu vois, j'aime bien avoir les réactions en direct. Ce que je dis à Vincent, j'étais très deg vendredi de pas la voir. Je suis très content que tu sois là pour voir ta réaction. On n'a pas Ben, malheureusement. On s'y fait. En vrai, c'est pas mal, tu verras. Allez, on passe au FI. On va appeler le coach dans quelques instants. Restez avec nous. On va débriefer un petit peu entre nous, puisque Vincent, Ben, Clément et Mathilde étaient aux commentaires de ce match. Déjà, est-ce que vous avez kiffé, tout simplement, comme Clément, parce qu'ils ont déjà commenté, c'était leur 2e, et toi, c'était ta première fois? Ouais, ma grande première, et ouais, j'ai kiffé de fou, je vais pas vous mentir, je le disais à l'antenne, c'est un peu un rêve de gamin. Moi, tous, je pense, en tant que fan de foot, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire un jour, de commenter un match en direct, qui plus est au stade. Donc ouais, c'était super, et d'autant plus parce que c'était avec vous. C'est beau. On passe au sportif, puisqu'il y a eu 2 partout, Mathilde, sur ce match. J'ai vu que tu as mis des petits points, et Clément d'ailleurs va en rajouter après. Il a oublié juste de les mettre sur le drive. Ouais, tout à fait, 2 partout. C'était un match plutôt équilibré, avec 2 équipes qui avaient un profil assez différent, et je m'y attendais pas forcément. Le LOS, plutôt un jeu en transition rapide, avec un bloc médian assez compact, une ligne de 5 défenseurs bien établie et grosse densité dans l'axe.
Et le TEF qui cherchait toujours, comme à son habitude, à relancer de derrière de façon du jeu court. Et malheureusement, on a eu un petit manque de maîtrise technique, ce qui fait que on n'a pas été aussi dangereuse, pas autant dangereuse qu'on aurait pu l'être, je pense. Donc je pense que c'est des points sur lesquels aussi Antoine va revenir tout à l'heure. Et je voulais avoir un petit mot aussi, parce que je ne l'ai pas vu en direct. Le LOSC et le TEF avaient floqué 2 maillots au nom de Claire Lelarge. C'est une ancienne coéquipière à moi avec qui j'ai joué au Mans, qui est en arrêt maladie depuis 1 an et qui a eu une très bonne nouvelle ces derniers jours parce qu'elle est rétablie et j'espère qu'on la reverra un jour sur les terrains. Elle avait un cancer, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Elle a soigné un cancer, donc bravo à elle déjà et grosse force pour elle aussi. Vas-y, Clément, vas-y. Je te laisse enchaîner. Non, après, j'avais pas vraiment de points, mais juste le fait que c'était un match très très plaisant et il y avait de l'ambiance au stadium. Voilà, il y avait du monde quand même malgré le froid, la pluie et tout ça. Donc on a quand même battu le record de spectateurs, donc c'est quand même très positif. Et puis je pense que les gens qui étaient là ont quand même passé un bon moment. On a vu du foot, on a vu des buts, donc je pense que c'était quand même une belle après-midi. Pour les joueuses comme pour les spectateurs. Sportivement, pas météorologiquement. Sportivement, c'était intéressant. On a vu plein de choses, tactiquement, c'était assez cool. Et on a vu surtout une équipe du TFC qui, à mon sens, n'a pas été trop payée parce qu'on a quand même plutôt dominé, surtout sur la seconde mi-temps. Et on prend un but un peu casquette, pour pas dire autre chose, qui vient un petit peu ruiner les efforts et le beau visage qu'ont montré les joueuses en seconde mi-temps. Donc c'est quand même un peu dommage. Parce que sur les 45 dernières minutes, on était vraiment au-dessus des Lilloises, on a été très peu mis en danger. Et elles ont marqué sur quasiment leur seule occasion de la seconde mi-temps, qu'on leur sert sur un plateau en plus. Donc petite déception quand même au niveau du résultat. On va accueillir le coach Antoine Gérard avec nous, qui est par téléphone. Comment ça va, Antoine ? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Antoine, déjà, tout d'abord, félicitations pour dimanche, parce qu'il y a eu quand même un record. Alors oui, c'est pas les 14 000, mais il y avait plus de 7 000 personnes, et c'est le record de Ligue 2. Donc je présume que tu es quand même content de ce score ou pas ? Je suis hyper content de ce score, et le club de manière générale. J'en ai parlé avec le président. Il faut savoir d'où on vient pour quand même savourer ces 7 000 personnes, même si... Bien sûr que les 14 000, ils avaient généré beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, mais avec vent, pluie, un ressenti de -2, c'était compliqué quand même d'aller chercher autant de spectateurs. Je pense qu'on aurait pu aller entre 8 et 10 000 si la météo avait été avec nous. Et c'est ce qu'on essaiera d'aller chercher au prochain match. Oui, c'est la première pierre qui est posée, et puis après... ça sera pour les suivants. Je vais te laisser dans les mains de Vincent, Mathilde et Clément qui ont vu et qui ont commenté le match. Et moi, je vais vous écouter attentivement. Bonsoir Antoine. On va attaquer déjà sur le sportif. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là ? Finalement, encore un match nul comme la dernière fois contre Marseille au Stadium, mais pas forcément les mêmes intentions dans le jeu. Alors moi je trouve qu'on a traversé une première mi-temps un petit peu difficile. Il y avait pas mal d'aspects émotionnels, je pense, qui rentraient en compte dans l'approche du match par certaines joueuses. On a eu du mal à trouver un équilibre défensif quand Lille essayait de sortir les ballons correctement, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en première mi-temps ça l'a été un peu. On a eu du mal aussi à déséquilibrer un bloc adverse qui nous a attendu quand même médian, bas, en 5-4-1, qui n'a pas beaucoup joué comme ça depuis le début de saison, puis qui s'est adapté un peu à nous dimanche. Et puis on a réussi avec les filles à corriger beaucoup de choses à la mi-temps, et c'est vrai que la deuxième mi-temps, moi je trouve, est de super qualité de la part des joueuses. Et au regard du match dans son intégralité, je crois qu'on mérite de gagner, mais c'est un peu l'histoire de notre saison. On a du mal à terminer les matchs quand on les domine, en marquant un troisième but. Et puis on fait trop d'erreurs grossières qui ramènent nos adversaires dans les matchs, alors que là, pour le coup, effectivement, je ne voyais pas comment Lille pouvait revenir. Pour rebondir, Antoine, sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu t'attendais à cette ligne de 5 côté lillois, premier point? Et deuxième point, est-ce que c'était vraiment une demande de ta part que Tatiana Solané, du coup en deuxième mi-temps, revienne beaucoup plus basse, s'occuper de la relance? Parce que comme tu le dis, je trouve qu'en première mi-temps, on a eu quelques petites frayeurs sur les relances de notre part. Je m'attends
je m'attendais au début de la saison à avoir en seconde ligue beaucoup d'équipes ambitieuses qui prenaient un jeu plutôt offensif et qui se positionnaient assez haut sur le terrain. On arrive quasiment à la fin des matchs allés et je suis de manière générale assez déçu de ce que les adversaires nous proposent quand nous on joue contre elles. Alors pas déçu du rapport d'opposition, de la qualité intrinsèque des joueuses en face de nous, mais déçu plutôt de l'animation globale qui est beaucoup fait pour essayer de contrecarrer le TFC et pas forcément pour essayer d'être proactif, d'équilibrer et d'être proactif. Voilà. Donc hormis Le Mans et Lens, et encore une fois, je trouve que ces deux équipes méritent d'être plus hautes que nous parce que elles font un super début de saison et pour le coup elles sont vraiment proactives ces deux-là. Voilà, je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'intention de la part du LOSC sur l'ensemble du match. Et après, alors sur la deuxième mi-temps, vraiment la nécessité pour nous, c'était d'être plus équilibré sur le plan défensif en évitant d'ouvrir, on va dire, des espaces dans le dos de notre ligne de milieu de terrain, ce qu'on a un peu trop fait en première mi-temps. Et sur la sortie de balle, de manière générale, Tatiana, elle a de la liberté, enfin elle a un peu plus de liberté aussi. Moi, ce que je lui demande surtout à Tatiana, c'est de ne pas s'isoler le long d'une ligne de touche, parce qu'à partir de ce moment-là, son influence est moindre sur le jeu. Tant qu'elle reste sur un positionnement axial, que ce soit entre les lignes ou un peu plus bas pour servir un peu les intérêts de la relance, pour moi, elle a un impact très positif sur l'équipe. Un peu comme contre Marseille, on a vraiment vu une différence entre la première et la seconde mi-temps et surtout une très grosse entame de seconde mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit aux joueuses pour les remobiliser, pour qu'elles changent à ce point de visage? J'ai secoué certaines joueuses qui pour moi étaient en train de passer à côté d'un super événement. Je leur ai dit avec bienveillance mais avec fermeté qu'elles étaient pas à la hauteur de ce qu'elles sont normalement en capacité de donner. Et puis, au-delà du fait de sermonner les joueuses individuellement, la réorganisation a fait qu'on a évolué plus haut sur le terrain, qu'on a été plus vite en capacité de récupérer les ballons. J'ai regardé de la 45 à la 50e, on récupère 4 ballons dans les 35 derniers mètres, dans les 35 mètres lillois. Et ça, on n'a jamais réussi à le faire de la première mi-temps. Et c'est pas seulement un changement d'attitude, il fallait se réorganiser collectivement. Peut-être ce qu'on avait prévu au départ n'a pas fonctionné en première mi-temps, donc il fallait vite se réorganiser. Et ça a été très bien fait, c'est validé par le but de Célène. Et derrière, pour moi, vraiment, les filles avaient gardé cette stabilité, ont continué d'embêter les Lilloises. Il n'y a absolument rien qui pouvait annoncer à une égalisation. L'égalisation, justement, ce but, pour expliquer un petit peu, il y a eu un quiproquo, il y avait le changement qui avait été demandé par le banc toulousain, même le speaker qui annonce le changement, et les Lilloises jouent vite et marquent. Est-ce que tu en tiens rigueur à l'arbitrage ou c'est un fait de jeu? Moi, que les gens jouent vite, enfin que les équipes jouent vite, c'est sans aucun problème pour moi, mais les arbitres de seconde ligue ont la chance d'être équipés un peu. Elles ont des oreillettes. Ça a été annoncé par le délégué et c'est pour ça que Pierre Yvalan, le speaker, annonce les changements à ce moment-là. Donc que Lille joue vite ou pas, ça ne change rien. Ça fait longtemps que l'arbitre est au courant qu'on veut faire un changement et elle n'a pas réagi sur ce coup-là. Ça a de grosses conséquences derrière, même si on peut discuter de la passe, etc., qu'amène la frappe et le but du LOSC, mais au départ, on doit faire un changement. On doit à ce moment-là casser un petit peu le rythme du match, renouveler un peu nos ressources dans la partie en faisant rentrer deux joueuses avec un peu plus de carburant. Et voilà, on en arrive à un moment de flottement où personne ne sait trop ce qui se passe. Et nous, on se fait un peu prendre aussi par manque de maturité et un peu de naïveté. Et voilà, on se fait égaliser. Donc, là, pour moi, la part de responsabilité, elle est partagée, mais c'est vrai que l'arbitre, pour le coup, je trouve, a eu un impact assez fort sur le résultat final. Du coup, le bilan de cette expérience, on va dire, au Stadium, après avoir eu un crash test contre Marseille, c'est globalement du positif au final? C'est très positif. On a fait un tout petit peu plus de 700 contre Marseille. On a fait un tout petit peu plus de 7000 contre Lille. Donc normalement, le prochain match, on fera un tout petit peu plus de 70 000. C'est parfait. On devra y être les fameux projets du grand stade. De manière générale, c'était vraiment un super truc. Moi, je suis hyper déçu pour les filles qu'on puisse pas le conclure par un cri de guerre dans le vestiaire à la fin, parce que ça, vraiment,
c'était la conclusion d'une très belle après-midi, et je suis aussi très déçu pour Lou, qui pour moi fait encore un début de saison de grande qualité, alors qu'elle a un double projet dans sa vie qui n'est pas simple avec l'école de kiné, etc., que ça engendre beaucoup de fatigue, mais elle est toujours au rendez-vous, et ça me peine que ça tombe sur elle dimanche après-midi. Coach, la première phase, elle est finie de championnat. Il reste un dernier match de Coupe de France face à Colomiers, donc le week-end prochain. Comment tu juges cette première partie de saison, sachant qu'on va finir à la 3e place, qui était plus ou moins l'objectif là sur le dernier bloc de 5 matchs, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est une satisfaction pour toi. Ça l'est. Si on m'avait dit qu'on ferait ça, j'aurais signé, je pense, dès demain, parce que le groupe est assez jeune. On est là avec Lille, et Le Mans. On est les 3 équipes les plus jeunes du championnat. Donc on peut espérer, quand on a une équipe jeune, qu'elle puisse évoluer et monter en puissance au fur et à mesure de l'année. Nous, notre objectif, c'était de s'implanter dans la première partie de classement. On y est. On aurait pu espérer mieux, mais je pense que pour espérer mieux, il nous faut être en capacité d'être plus décisif devant le but quand on domine les matchs, pour pouvoir vraiment entériner le résultat final. Et puis surtout, de ne pas faire d'erreurs bêtes quand l'adversaire finalement n'a plus les armes, ou en tout cas ne montre pas de ressources pour revenir au score. Ça a été le cas déjà à Saint-Malo, avec d'énormes erreurs qui avaient amené l'égalisation. Ça amène l'égalisation de Lille. Pour moi, ça fait 4 points de perdus, et à la rigueur, je discuterai pas trop les autres points avant, mais ces 4 points-là, pour moi, il nous manque aujourd'hui. On en aurait 19 et on serait à égalité avec Lens. Donc ces petits réglages, on va dire qu'il faut mettre en place pour, après la trêve, aller chercher quelque chose de beau pour la fin de saison. Exactement, et on va continuer de travailler là-dessus, mais c'est vrai que le potentiel du groupe laisse espérer vraiment une belle deuxième partie de saison. Merci beaucoup Antoine, en tout cas bravo pour déjà cette première partie de saison. C'est pas fini parce qu'il y a le match de Colomiers aussi encore en Coupe de France. Colomiers, c'est un peu le TFC bis, parce que à peu près tout le monde est passé par le TEF. Ça va être une belle fête aussi. Et après, on va pouvoir recharger les batteries pendant quelques semaines et repartir au combat dès le mois de janvier. Tout à fait. Et la Coupe de France, c'est aussi un objectif qu'on poursuit. On n'a jamais passé les 16e. En tout cas, moi, depuis que je suis entraîneur de cette équipe, on n'a jamais passé les 16e, et c'est quelque chose qu'on aimerait faire cette saison. Écoute, si on peut chanter, on va gagner la Coupe de France chez les filles et chez les mecs. Moi, ça me va. Perso, on sera aux deux. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain pour débriefer le match de Colomiers, ou peut-être même carrément ce week-end au Stadium, surtout pour voir le match de Colomiers. En tout cas, bonne semaine à toi et bonne soirée. Avec plaisir. Bonne émission à vous toutes et tous. Merci. Ciao. Merci. Ciao. On va... Oui, pardon, vas-y. Ouais, je voulais juste... on n'a pas fait trop les tops, etc. Mais t'inquiète. Les grands C'est ouf. Mais très belle transition, Mathilde, vas-y. Mais parce que depuis qu'elle a un jingle, elle a pris un melon, mon gars. Oh là là. Non, mais parce que contre Toulouse-Marseille, j'avais noté un peu l'envie un peu trop pressante de Célène qui pouvait se voir. Et moi, je l'ai trouvé très bien. Enfin, pour moi, c'était une des meilleures joueuses toulousaines. Enfin, même les deux équipes confondues. Sur le terrain, très efficace, qui marque, et je suis contente pour elle qu'elle soit récompensée par ce but, parce que je l'ai trouvé vraiment dans le ton du match. Et également dans mes tops, Antoine parlait de la jeunesse des deux équipes, et pour ceux qui suivent un peu le foot féminin, je pense que la latérale de Lille et la défenseur centrale, donc Delcroix et Delaby, ce sont deux 2006, et je pense qu'on va en entendre parler un petit peu, parce que deux 2006 qui jouent au Stadium devant 7000 personnes, on les a pas trop sentis impactés. De 2006, c'est jeune. Ouais. C'est jeune. Ouais. Ah ouais. C'était Zidane et tout ça, pas connu quoi. Genre... non, clairement. Non mais c'est beau, c'est bien aussi, parce que même on parle du TF et des filles qui avaient peut-être un peu de pression, etc. Mais faut se mettre aussi chez les Lilloises. Enfin, elles jouent au Stadium devant 7000 personnes, elles ont dû aussi avoir leur petit. Oui, puis tu as le statut émotion, de descente de D1, tu sais que tu es quand même attendu, tu as des blessés, donc si on fait appel à toi, tu sais que tu dois répondre présente, parce que sinon, la semaine prochaine, on t'appelle pas. Donc, non, en vrai, ça devait pas être évident non plus. Vous avez des flops sur ce match ? Pas un flop, mais... me dis pas la météo. Dapasso a un peu de mal sur son côté, je trouve, par rapport au dernier match. Qu'on voyait du coup de côté, tu avais Célène, donc forcément la comparaison est dure, mais elle avait un petit peu plus de mal. Mais après, c'est pas un flop quoi non plus. Pas de flop spécialement, mais par contre dans les... Alors pas de top... Pas l'arbitre. Oh, d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que t'as pensé de l'arbitrage ?
C'était sur 2-3 décisions, c'était compliqué, mais globalement ça Globalement, allait. bien, ouais. On a vu pire en Ligue 1 le week-end dernier, on y reviendra. Non, mais pas forcément un top, et en tout cas en encouragement. J'ai bien aimé le match de Pauline Pardon sur son côté. Elle a beaucoup couru, beaucoup donné, et pas hésité à aller au contact. Elle a pris 2-3 bois assez violents, mais elle y est retournée. Conesa, là, c'était quelque chose. Eh bien parfait, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la D2. On a le prochain match, du coup, on l'a dit, face à Colomiers, ce sera ce week-end, et je me rappelle plus si c'est samedi ou si c'est dimanche. C'est dimanche 14h30 sur l'annexe 1, je pense. Parfait, pas de Walker Texas Rangers du coup pour dimanche. On enchaîne avec la R1 et le 19, et après on enchaîne sur Monaco. Ouais, dernier résultat, victoire 3-0 contre la réserve de Montauban, but de Legrand, Etienne et Chailleb. Les Toulousaines sont en tête pour la première fois de la saison, égalité avec la SPTT Montpellier qui a un match à moins tout de même. Et les U19 ont terminé leur phase de championnat, la première phase, sur un nul face à GC Nice, but de Cassandra Hino, égalisation niçoise en toute fin de match. Elle termine ce championnat à la 4e place, donc direction à la phase excellence où l'objectif ce sera le maintien en national. Avec une équipe qui est très jeune, c'est pour ça aussi qu'il y a de la difficulté. Programme chaque vendredi à 16h, les résultats tous les lundis à 16h sur tous nos réseaux pour suivre toute l'académie et la préfo ainsi que les filles. On a fait le tour, maintenant on va passer peut-être au meilleur moment de cette soirée, puisque c'est le journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, alors tu m'as peut-être survendu, on verra le résultat à la fin. Vu la première déjà, je trouve pas. Ok, bah écoute, toute la pression est là, encore plus que jouer au stadium devant 7000 personnes, mais on va essayer. On va commencer par Noël Amadi, qui n'était malheureusement pas dans le groupe lors de la défaite 3-1 de Paris 13 Atlético chez le leader Orléans. Son club est toujours 15e et premier non relégable de N1. Ça change jamais, à part le 3-1 qui est avancé 1-1. Bah, des fois il joue quand même là. Ouais, On passe à Oliver Zanden, transféré officiellement à, accrochez-vous, Broma Pojkarna en Suède. Et je ne le remercie pas de me forcer à prononcer ce nom. C'est un club suédois de la banlieue de Stockholm, entraîné par l'ancien boucher Olof Mellberg, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et qui a notamment formé des bons joueurs comme Dejan Kulusevski aujourd'hui à Tottenham. Ouais. Ils ont dit qu'il avait un fort potentiel. Bonne chance. Bah écoute, pourquoi pas. Ibi Sissoko, quant à lui, pas de nouvelles parce qu'il est toujours blessé. Donc on va passer sans plus tarder à César Djellabert. Faut que j'arrête de le prononcer à l'américaine d'ailleurs. Mauvais week-end pour son équipe de Gijón qui s'incline 1-0 contre l'avant-dernier Carthagène. Il est rentré en jeu 30 minutes sans parvenir à faire la différence. Voilà, c'était un peu gratos, mais ça me faisait rire. On passe maintenant à Kjetil Hogg, des nouvelles. Donc, il est de retour au TFC après malheureusement pour lui une saison cauchemardesque avec Odd, qui se termine donc dernier du championnat norvégien et qui se termine par 5 défaites d'affilée, dont des balaises. Donc, on peut peut-être résumer cette trajectoire un petit peu comme ceci. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et on va voir où il va atterrir après donc cette saison qui ne lui a pas malheureusement donné le plein de confiance. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Sûrement une vente ou un nouveau prêt, mais vers où ? On lui souhaite en tout cas que ça se passe un petit peu mieux que le dernier. Et en parlant de dernier, on va parler maintenant de votre préféré, je pense, Saïd Amoulic. Je vais pas vous mentir, la vie n'a plus vraiment la même saveur depuis que Saïd est blessé. Alors on sourit, on fait semblant, on donne le change, on vient, on discute avec les gens, alors qu'en vrai on a juste envie de chialer sous la douche en écoutant ça. Frère, tu me mens, jamais sans toi. Le gros faisant. De là-haut éclaire-moi, à chacun de mes pas, tu me mens. Saïd Amoulic. Donc voilà, Saïd, si tu nous écoutes, tu me manques terriblement. Et pendant son absence, son club de Lodz a battu son ancien club du Stal Mielec 2-1 et végète toujours à la 9e place du championnat polonais. Donc Saïd, si tu reviens, j'annule tout. Si ça le fait pas revenir, ça quand même. C'était l'Amoulico. Je donne tout pour qu'il revienne. Merci mon cher Clément. Ça valait le coup de la démonétisation de YouTube pour les musiques, franchement. On va passer au retour du match entre Monaco et Toulouse. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a
fait longtemps, c'est vrai. Je me souvenais plus de celui-là, ouais, mais Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Une victoire monégasque avec 2-0, but de Singo et Mbolo de la tête. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents au Danube pour ce match entre Monaco et Toulouse, où il y avait Clément, Nathan, Cédric et moi-même, ainsi que Fred, pardon, et moi-même mon commentaire. Donc une composition reste Sidibé, Mackenzie, Chris Waldo, Soiseau, Roca, Cerez, Abouk, Lalobo, Kinger, entrée en jeu Magri, Zaitz, Schmidt, Babika, Kamenzi. Quels sont vos points? On va commencer par toi, mon cher Clément. Tout à fait. Alors moi mon point c'est que n'y a pas vraiment de regret sur ce match. Monaco et le TEF malheureusement ne boxent pas dans la même catégorie. La différence de niveau était flagrante. On n'a pas été très très dangereux. Et après sur les points individuels, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Guillaume Rest et de son match. Moi, je vais dire défaite logique face à Monaco, tranquille. Et un point sur la défense toulousaine. Je nous ai trouvé dans les duels assez faiblards. Donc on prend 2 buts de la tête. Il me semble que c'est la première fois de la saison. On prend des buts de la tête. J'ai vu cette stat passer. Deux premiers buts. Ouais. Et pareil, ça va rejoindre aussi les sorties de Rest. Je trouve dans les airs, on n'a pas été très bon. Voilà. Et moi, c'était un samedi, je trouve, décevant. Je m'attendais à 2 équipes qui allaient proposer du jeu. Et je trouve que les deux ont été un temps en dessous de mes attentes. Un TFC inoffensif, un entraîneur bien trop agité à mon goût, et un joueur en face, un Akliouche virevoltant. Alors moi j'ai pas vu le match, c'était le mariage d'Alexandra Cecilia, donc moi mon top c'est la tenue des mariés déjà. Et le discours du maire je le mettrais en flop quand même, mais c'était un bon moment. Est-ce que t'as eu quoi au repas? J'ai eu du poulet et des pommes de terre comme tu me l'avais pronostiqué effectivement. Au mariage c'est ou du poulet, des patates, ou du magret, ou un rôti. Mais un restaurant gastronomique dans Ouais, le château s'il te plaît. bien sûr. Donc voilà quand même. Fredo, le poulet c'était dimanche pour toi, mais du coup samedi, qu'est-ce que t'as pensé du match? Enfin, c'est quoi tes points du match? Samedi, moi, je trouve une prestation bien terne de notre équipe, émaillée d'erreurs collectives et individuelles à foison, j'ai envie de dire. J'aimerais aussi une nouveauté pour moi. Je trouvais la fébrilité du secteur défensif et une confirmation que le secteur offensif est en dents de scie. Donc, c'est dur. Un match sur 2 quoi, pour moi. Et après, peut-être, si on y reviendra dessus peut-être, mais j'ai envie de parler des performances personnelles de Vincent Siro et de Guillaume Rest. C'est incroyable, juste on garde juste les points d'une semaine à l'autre. C'est waouh, l'ascenseur émotionnel est dingue, hein. C'est l'émission de schizophrène incroyable. Et ils sont durs, moi je trouve. Nathan, on va commencer par toi. Monaco, force tranquille. Ouais, Monaco, force tranquille. On se retrouve face à une équipe qui a pas eu besoin de forcer son talent, j'ai l'impression, pour nous mettre en difficulté. Pourtant, on a fait une 10-15 minutes avec un pressing intéressant. Je trouve on bloquait bien les lignes. D'ailleurs, on a réussi à les amener à 0-0 à la mi-temps. Donc, on fait, en jouant avec nos armes, en étant mauvais, je trouve, en transition offensive, pour se procurer le peu d'occasions qu'on avait. Je trouve qu'on les avait quand même embêtés avec ce plan de jeu-là. Mais Monaco, forcément, c'est des individualités qu'on n'a pas, c'est un banc qu'on n'a pas. Donc malheureusement, retour des vestiaires, on prend un but assez rapidement qui va entériner en fait la victoire. C'est dommage parce qu'on avait des occasions pour revenir. Des situations. Alors, c'est un peu pinaillé là-bas au niveau des occasions, mais ouais, des situations qu'on a très mal exploitées. Parce que on a 2, il me semble que c'était 3 contre 2 qui sont plus le penalty qu'on va rajouter, qui sont bâclés. Et c'est dommage parce qu'on a rien eu à se mettre sous la dent côté toulousain. Donc Monaco, forcément, on les a sentis aussi en gestion sur la fin de match, et puis ils font le break en fin de match. C'est frustrant. Je vais pas dire que c'est le match le plus cata. Je trouve que c'est un non-match côté toulousain. Non-match face à un adversaire d'un calibre supérieur. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais on a... J'ai du mal à en tirer de la frustration parce que je me dis qu'à 1-0, il y avait de la place quand on voit les contres mal exploités. Mais logique au final cette défaite.
On a, Mathilde, tu nous parlais d'un TF inoffensif. C'était très criant, nous, sur les commentaires au Danube, on s'est enflammé sur des centres, on s'est enflammé sur des miettes. Et Pas d'ailleurs, en profondeur. Ils n'ont pas donné grand-chose en même dans temps. le match, la première mi-temps, il y a eu un tir, je ne me souviens pas du tir, et la deuxième mi-temps, je m'en souviens, il y en a eu 2, dont une frappe de Zaitz à la fin, où c'est des tirs, c'est pour les stats, on les appelle, mais c'est vraiment compliqué. Et pourtant, comme le dit Nathan, on a eu des situations où on aurait pu être dangereux. Ouais, mais enfin, par rapport par exemple au match qu'on peut faire au parc PSG donc TFC, où je louais ce qu'on avait proposé, je me disais qu'on avait juste manqué d'efficacité, mais qu'il y avait de belles choses, qu'on aurait mérité mieux. Mais là, il s'est rien passé pendant le match. TFC inoffensif, oui, si on regarde juste les stats, je l'ai noté, c'est 2,92 XG pour Monaco contre 0,38 pour le TEF. Le joueur qui a le plus frappé sur le match pour le TEF, vous savez c'est qui ? C'est Suazo, les gars. Donc, juste. Non, mais oui, c'est Suazo, une reprise. Ah oui, la reprise du droit. Du droit. C'est lui la première. Et une frappe, je sais plus. Oui. À la deuxième, je me rappelle pas. Si, c'est en deuxième mi-temps. À partir de là, déjà, si c'est votre latéral piston qui est le plus dangereux, entre guillemets, ça commence à se compliquer. Et là où aussi, je louais un peu le travail que l'entraîneur pouvait faire. Ben, sur ce match, en plus Monaco ça aide pas parce que le stade il est vide donc t'entends que lui, mais il était agité comme j'ai rarement vu. Moi je me mets, pour avoir vécu un peu ça, t'es sur le terrain, tu vois ton entraîneur qui s'agite, qui lève les bras, qui crie, tu te dis qu'est-ce qui se passe, il est pas serein, déjà que nous on n'est pas bien, lui non plus, ça te rassure pas trop quoi. C'est dommage, il s'était calmé depuis quelques temps. C'est ce que depuis la saison dernière, il y a eu quoi en janvier, quand il était bien critiqué, qu'il s'était remis en question justement, il était un peu plus calme. Alors on n'a pas forcément fait attention, mais si tu le soulignes, effectivement, c'est que ça devait être assez criant. Et forcément, un entraîneur, c'est là où on a eu les moments de panique l'an dernier. Quand on sentait les joueurs un peu perdus, quand tu as un entraîneur qui te stresse encore plus que tu l'es par l'enjeu, ça doit pas aider forcément. C'est pas tant qu'il te stresse, mais tu te dis que déjà que toi tu es en difficulté, si lui, à part, il est pas clair, s'il a pas de solution parce que tu le vois s'agiter, il se passe rien. Après, est-ce que c'était avant que Stéphanie l'irrite ou après le penalty pas sifflé? Vraiment. On peut revenir là-dessus. On peut revenir sur. Alors moi sur le direct, j'étais chaud, je me suis dit machin, mais on revoit rien parce que ce soit Bin Dazen et la réa était catastrophique. Je l'ai pu le revoir du coup sur des résumés. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Il y a contact ou pas? Ah oui, il y a contact. Il y a un contact, mais il est devant. Donc mais non, c'est pas un contact. Il l'amplifie énormément et c'est pas. Le football, c'est un sport de contact. Déjà, c'est parce que tu as un contact dans la surface que forcément il y a pénalty. Il faut qu'il y ait une maîtrise du ballon. Abouklal, il maîtrise pas du tout le ballon. Le ballon, il part loin devant lui. Lui, au contraire, il joue le péno. Voilà, il va dans la course du défenseur. C'est un scandale aussi si ça se siffle, ou ça se siffle pas. Disons qu'en Ligue 1, on a déjà vu des pénaux comme ça siffler, mais on peut pas parler de scandale du fait que ce soit pas sifflé là. Il n'y a pas péno. Mais je pense que ce qui a énervé Carles, c'est le fait qu'elle n'aille pas voir la VAR. Mais parce que c'est pas une erreur manifeste. Apparemment, elle lui aurait expliqué après le match que la VAR l'a appelé et lui a dit c'est pas la peine que tu ailles voir. Bah oui, pas erreur manifeste. Donc à partir de là. Lui était juste pas content parce qu'il estimait qu'on pouvait pas juger en 3 secondes, machin, mais globalement, c'est vrai que. De toute façon, ils ont des ralentis qu'on n'a pas, pardon. Oui, aussi. C'est la VAR qui te bip parce qu'il y a vraiment une erreur manifeste. Parce qu'eux, ils ont les ralentis. Ils les voient. Ils n'ont pas les mêmes ralentis que la télé. Ils ont bien plus d'angles. C'est comme au rugby, ça continue pendant l'action. S'il y a quelque chose, ils reviennent dessus. Regarde-le, tu verras. C'est pas si criant que ça. Pourtant, sur le direct, moi, j'étais d'accord avec toi. Non, mais je me dis, mais après l'avoir revu, un peu plus analysé, il y a un contact, certes, mais c'est pas. Abouklal, il joue vraiment clairement le péno aussi, et c'est pas. C'est léger. C'est très léger quand même. De toute façon, s'il se passe un truc, c'est au niveau de la cheville en bas. Et c'est vraiment. c'est pas. Mais encore une fois, il n'y a pas que le contact. C'est pas parce qu'il y a contact qu'il y a penalty. Il y a aussi la maîtrise du ballon, vers où va le ballon. Enfin, où va le ballon? Le ballon, il sort 6 mètres, il a 15 mètres de Abouklal. Le contact, c'est pas le critère prioritaire, entre guillemets. Non, mais nous, on a vu 2 ralentis. Peut-être 3 et encore, je suis gentil. Et tout ça saccadé entre 5 minutes à chaque fois. Et il y en a un où on voit en haut, on en voit un vite fait à la cheville et un autre que tu vois de loin. Donc c'est sur le direct que je parle. Donc c'est vrai que c'était pas évident à juger, mais c'est pas une erreur s'il y a pas péno. Après ça résume bien ce que je dis. Si on est là à débattre 5 minutes d'un semblant penalty, c'est que bon déjà il s'est rien passé. On avait rien à soucier là-dedans. Faut qu'on continue jusqu'à 21h à parler. Donc. T'inquiète. Il y en a un qui est chaud sur Guillaume Rest et sur Frappard. Je vais arriver vers toi, mon cher Clément, mais j'aimerais qu'on parle de la défense. Que Fred, je te trouve très dur avec notre défense. Non,
Non, parce que sur ce match, je trouve que les 2 buts, c'est quand même 2 erreurs défensives. Et dans le match, on n'a pas été non plus hyper serein, quoi, puisque de mémoire, les 2 bois que touche Monaco, c'est sur des tirs où les gars, ils sont quasiment dans un fauteuil. Il y a aussi une troisième tir qui passe à 50 cm du poteau, il y a 0 réaction. Ils arment et ils sont vraiment à l'aise, quoi. Mais même ils sont à l'aise dans le déroulé de l'action, donc ça veut dire que c'est pas que la défense, quoi. C'est tout le système défensif de l'équipe qui a été un peu déficient quand même. Mais tu penses pas que c'est parce que juste Monaco était meilleur techniquement que nous? Parce que Monaco, ils nous ont quand même percé dans l'axe à chaque fois. Mais moi, j'ai pas trouvé non plus à Monaco qui te roule dessus. Non, mais techniquement, c'est quand même autre chose que chez nous. Oui. Ouais, mais tu vois, Paris, ça n'a pas Paris été des vagues aussi, c'est supérieur techniquement, et pour autant, défensivement, en tout cas dans l'axe du terrain, on a quand même été un peu moins mis. Mais t'en mets 3 au final. Oui, t'en mets 3, mais il faut les voir les buts. Alors moi je vous rejoins, Monaco nous a pas roulé dessus, je suis d'accord avec vous, je suis pas été impressionné par cette équipe de Monaco, mais techniquement... accéléré, c'était supérieur à nous. Ah ouais, Camara au milieu. Il a parlé d'Akliouche, c'est un régal à avoir joué. Ouais, mais parce qu'aussi, il a été... moi je trouvais qu'ils ont été à l'aise dans ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire... On les a pas trop pressés non plus, on n'a pas été... pas beaucoup d'agressivité. Voilà, on a manqué de conviction, donc même dans le secteur offensif, quoi, puisque vous dites, oui, ok, on a eu des situations, mais normalement, ces situations, elles doivent finir en occasion, quoi. Si tu as un peu plus de justesse technique et un peu plus de conviction, il y a un peu plus de lucidité aussi, et un peu plus de talent tout court, ça doit faire des actions, quoi. Est-ce que ce ne serait pas nos limites, en fait, ce genre de match-là, qu'on a pu voir, que ce soit défensive ou offensive? Le plafond de verre, je pense, c'est qu'on n'a pas forcément la qualité technique pour arriver à partir vite vers l'avant, comme c'était vraisemblablement le plan de jeu. À chaque fois, les passes, elles n'arrivaient pas, il y avait un contrôle raté, il y avait toujours une erreur technique qui faisait que ça ne fonctionnait pas, et on s'est acharné à jouer comme ça. Et du coup, on a rendu un nombre de ballons incalculable très très vite à Monaco, qui n'en demandait pas tant, je pense. Donc évidemment, oui, c'était compliqué. Et tu rajoutes à ça le fait que certains joueurs étaient en dessous de ce qu'ils ont pu montrer les semaines précédentes. Je pense à Cresswell, je pense à Mackenzie, que j'avais beaucoup aimé moi sur ces dernières sorties. Là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, sans être non plus cata, mais... Et on sentait que l'assise défensive n'était pas... Et Siro. Même si Dibé, sur un but, moi je le trouve assez naïf, quoi. Dans son dos, là, normalement... Il y a un doublé, le marquage loupé de Sidibé reste son poteau. Mais on va y venir. Des gens... Il n'y a plus rien qui va. Ah ouais, je suis fatigué. Notre audience réagit en Merci. Alors on va commencer avec Serkin qui clôturera aussi cette rubrique parce qu'il est en forme. Il nous dit il y a eu de l'agressivité durant tout le match, de l'engagement. On s'est bouffé tout cru. Offensivement, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Du coup, ils n'ont rien fait. Il faut dire à Cresswell qu'à Toulouse, Cassoulet, il n'y a pas d'aile de pigeon. Fabrice nous dit sur YouTube ne nous jouons pas dans la même catégorie. Ils ont vraiment été trop forts et ils nous ont dominés, trop inoffensifs. L'ami off sur Twitch nous dit pas d'autre championnat et pourtant pas de mauvais match pour un petit peu tempérer les réactions. Pour CC Tolosa, Yann Bo a croqué 2 bons contres. Notre 9 ensuite qui n'est pas un a une possibilité de frappe devant les 16 mètres et préfère écarter sur l'aile. C'était poussif offensivement. Et pour moi le péno il n'y est pas. Il joue trop le péno, c'est le problème vu que si c'est l'OM contre le TFC, elle siffle, ou la vidéo lui dit de regarder, voilà. Et il dit, pour terminer, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que Monaco a joué à 10 contre Benfica et un gros match contre l'OM le week-end, et leur a même pas foutu un peu de pression et d'intensité. Pour terminer du coup avec Serkin, on s'en fout du péno ou pas, ils ont rien branlé devant. C'est comme tu vas à un concert et la moitié des musiciens sont à contre-temps, ça donne un truc dégueulasse. Je suis à ce concert, je finis ma bière et je rentre chez moi. Merci les gens. Je trouve dur avec notre fameux 9 qui n'est pas un 9 soi-disant. Je vois pas ce qu'ils attendent les gens de... Ils attendent qu'il marque à tous les matchs, oui, effectivement. Il a fait un bon match. Quand t'es 9 et que t'as pas un ballon exploitable à te mettre sous la dent, vraiment oui, tu vas pas marquer un but. Je pense qu'il avait une consigne surtout de venir chercher les ballons et d'être en appui. Et il a pas perdu beaucoup de ballons. Moi je trouve qu'il a fait plutôt son match. Beaucoup désolé. Il a pas marqué, mais d'un côté on n'a pas marqué non plus, on n'a pas eu d'occasion, donc bon... On va attaquer dans le vif là, notre cher
Oui, tu voulais dire quoi? Il y a une dernière réaction du coup c'est Elliot sur YouTube qui nous dit je trouve qu'on est un peu dur contre Siro qui fait un meilleur match que la plupart de ses coéquipiers. Alors, on fait une parenthèse Siro et après on va s'attaquer à Rest. Vincent Siro, je pense que ici vous en avez l'habitude, on n'est quand même pas ceux qui le déboîtent et au contraire on est souvent à le défendre. Là même pendant le live, ceux qui étaient en commentaire, on l'a dit, à la mi-temps il lui reste un quart d'heure pour montrer un peu plus de niveau, sinon il faut le sortir. Il est sorti à la 70e je crois de mémoire. Donc c'est que même le coach l'a vu, non ça a été compliqué pour lui, il a ralenti le jeu, il a loupé pas mal de choses, il n'était pas dans son match, il est passé au travers. Bon ben voilà, basta, c'est pas grave, ça arrive. Et à l'image de l'équipe au final. Hein. Et à l'image de l'équipe. Dedans, et c'est pas le plus cata de l'équipe, il n'a pas été bon, certes. Mais il n'a pas été bon, il faut savoir le dire. Et un qui est passé au travers et que toi tu veux en parler, ça fait quelques semaines que tu nous en parlais, mon cher Clément, c'est Guillaume Rest. Tu veux faire un petit procès à Guillaume? Pas un procès, mais j'ai l'impression qu'on, dans le microcosme des supporters toulousains, qu'on a un petit peu un biais sur Guillaume Rest et je me demande si on le voit pas un petit peu plus beau qu'il n'est. Quand on écoute des observateurs extérieurs, ils sont pas beaucoup à le voir comme un crack autant que ce que nous on le voit. Et je trouve que ces dernières semaines, il fait beaucoup d'erreurs. Et je trouve qu'il a énormément de points sur lesquels progresser, où on voit pas vraiment d'amélioration de semaine en semaine. Je pense par exemple à son jeu au pied, qui est quand même souvent très très compliqué, et on voit pas vraiment de... Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut dire qu'il a une belle marge de progression, ou on peut dire pour le moment au pied, c'est un gros point faible. Il y a les pieds, je trouve qu'il y a aussi les sorties aériennes notamment, où il est quand même souvent en difficulté. Et là, pour moi, contre Monaco, sur les 2 buts, je vais pas dire les buts sont pour lui, mais je vais dire par contre, il est impliqué. Il est impliqué sur les 2 buts. Le premier, pour moi, il n'a pas le droit de le prendre. C'est pas le seul fautif, on l'a dit, il y a des erreurs de marquage, il y a des erreurs d'inattention, il y a vraiment une grosse saute de concentration. Mais tu peux pas prendre un but comme ça à ton poteau par un mec qui est à 2 mètres et avec un angle aussi fermé que ça, pour moi, c'est pas possible. Et sur le deuxième, pour moi, il doit sortir complètement, tout péter et arracher la tronche à Mbolo, ou alors il doit pas y aller et rester sur sa ligne, mais se faire lober comme ça sur ce ballon-là, je trouve que c'est poussif. Mais c'est pas les seules erreurs que j'ai repérées dans le match. Je trouve qu'il capte très rarement des ballons, même des frappes qui sont sur lui. Manchette. On en a vu, la manchette, c'est un ballon, n'importe quel gardien doit la prendre dans la niche tranquillement. Et je trouve que souvent, ça met l'équipe en danger parce qu'il renvoie beaucoup de ballons, notamment dans l'axe. Pas forcément, il les met pas forcément sur le côté. Je veux bien un gardien qui capte pas les ballons, mais je trouve qu'il les relance, enfin qu'il les remet énormément dans l'axe. Et je trouve que ça nous met souvent en difficulté. Donc moi je me demande, je dis pas qu'il est pas bon, je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est surcoté, c'est pas ce que je dis. Mais je me demande si il faudrait peut-être pas le faire se reposer un petit peu. D'autant plus qu'on a un bon gardien sur le banc. Moi je vais faire l'analyse juste des buts parce que du coup c'est ce que j'ai vu grâce à Clément 5 minutes avant l'émission. Le premier but en fait tu vois que c'est un gardien qui il est omnubilé par le ballon en fait, il regarde que le ballon. Donc forcément il voit pas qu'il y a un joueur monégasque derrière. Donc la faute est partagée parce qu'il doit jamais être là. Il doit être couvert par les défenseurs qui sont là en camping au milieu, qui doivent couvrir. Mais après du coup effectivement quand il voit qu'un Monégas c'est trop tard, donc il doit sortir tout droit pour couper la trajectoire. Mais il est pas 100% responsable. Mais il est pas sur le premier but. Oui. Ah, c'est une accumulation de conneries, mais il doit jamais prendre un but comme ça au premier poteau. Il est pas 100% responsable. Ah, il a 80 quand même pour lui. C'est vrai que c'est pas le seul responsable. Non, c'est d'avoir des défenseurs à ce niveau-là. C'est pas le seul, mais c'est le plus important. Oui, bien sûr, mais je dis pas le contraire. Ouais. Et le deuxième but, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire si t'es sorti, tu vas. En fait, parce que surtout, vu la cagade de Cresswell, s'il sort au droit, même s'il a pas, tu peux pas en vouloir rester. Il fait la sortie. Non. C'est Cresswell qui a fait l'erreur. Et pour le coup, du coup, à s'arrêter, il est nulle part. Donc tant pis, faut y aller ou tu reviens direct sur ta ligne. Le problème, c'est qu'il est jamais en position. Quoi qu'il se passe, il est jamais en position pour intervenir sur le deuxième but. Mais c'est ça qui est. Mais moi, ça traduit pour moi quelqu'un qui est aussi fatigué, tout simplement, parce que un gardien qui capte pas les ballons, c'est qu'il n'a pas la ressource mentale aussi pour avoir la concentration, faire le geste qui fait qu'il va pouvoir la capter. Il n'y a pas que les capacités techniques, il y a aussi la fatigue et tout le reste. La crise de croissance aussi. Ouais, moi j'ai trouvé que sur ce match, il a manqué de dynamisme, de dynamisme dans ses interventions, presque d'implication, j'avais envie de dire, puisque sur le premier but, il est perdu, en fait. Alors que normalement, tu es censé anticiper l'erreur de tes collègues, tu vois. Et là, je l'ai trouvé limite perdu sur sa ligne, il s'est retrouvé les bras écartés, jambes écartées au second poteau sans réaction. Le second but, c'est un peu pareil, c'est une erreur de jugement. On dirait qu'il n'anticipe pas, qu'il n'est pas prêt, En fait, sur les 2 buts, il subit l'action, Et
Alors, est-ce qu'il ne s'est pas entraîné d'une partie de la semaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état physique il était. Mais moi, j'ai trouvé manque de dynamisme, manque de détermination, presque d'implication, quoi. Ouais, moi, là, je regardais rapidement son âge, en fait. Et il est né en 2005, donc il a 19 ans. Et donc, pour prendre un peu de perspective, je pense que c'est un gardien qui doit travailler sur plein de points. C'est vrai que moi, dès que je le regarde, je vois tout le temps la même chose, c'est ses manchettes. Pour moi, un gardien, ça doit bloquer des ballons. Enfin, il repousse. Le gars, il repousse des ballons, mais c'est un peu la mode, je trouve ça. Il y a beaucoup de nouveaux gardiens qui font ça. C'est la mode parce que tu prends de moins en moins de risques, entre guillemets. Bien sûr. Mais c'est pas forcément bien la mode. Un gardien un peu de cette région aussi, un Barthès, ça captait, quoi. Enfin, il n'y avait pas de ça. Et je regardais aussi sa taille. Je le voyais plus petit que ça. Et c'est pour dire, il fait quand même 1m88. Oui. Et pour moi, du moins, c'est ce qui est annoncé. Après, est-ce que c'est comme la NBA, est-ce qu'on triche un peu, je sais pas. Et moi, je le vois plus petit. Donc, dans le standard des gardiens actuels, c'est pas très grand. Non, tout à fait. Mais pour moi, il faisait 1,85, quoi. Enfin, il fait pas imposant. Après, c'est aussi dû à son âge. C'est des choses qu'il peut travailler aussi. Il est fin également, ouais, tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est des choses sur un poste de gardien. Moi, je me mets à la place d'un défenseur, un gardien comme ça dans mon équipe. Moi, j'ai besoin que peu importe le gabarit ou autre, mais qu'il dégage quelque chose en tout cas. Et malheureusement, d'extérieur, je suis pas sur le terrain bien évidemment, mais je ressens pas ça, quoi. Guillaume, les carences que tu as notées, c'est les carences qu'il avait déjà en jeune. En N3, avant qu'il monte en pro, c'est déjà dans cette émission, c'est ce qu'on a annoncé. Et il a un gros progrès sur ça à faire, et encore plus par rapport à son jeu au pied, parce que le gardien maintenant est un joueur de champ et doit savoir aussi bien relancer qu'un défenseur axial ou qu'un numéro 6, qui est les nouveaux gardiens. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Les sorties aériennes, c'est encore compliqué. Mais comme elle l'a dit Mathilde, et le verre à moitié plein, je pense qu'il faut vraiment le voir. Il a 19 ans, il est en train d'engager vraiment de l'expérience. Un gardien, c'est vraiment bien plus tard qu'il explose. Ce fameux crack qu'on annonce, je pense quand même qu'il a un gros potentiel. Il a beaucoup de boulot encore à faire. Il a des carences, c'est normal. Il a 19 ans. C'est pas juste une excuse. Il est dans l'année de sa confirmation aussi. C'est la plus dure. On est sur la 2e année. Mais par contre, je te rejoins sur le match de dimanche. Il est quand même un petit peu fautif sur 2-3 trucs. Pas fautif, mais impliqué dans les buts. Et c'est pas la première fois, même s'il était sur une bonne série, on va dire. Mais comment 4 clean sheets en 6 matchs. Ouais, non, bien sûr. Et puis Angers, où il nous sauve le 1 partout. À 1-0, il sort un péno. Après, les autres matchs, il en sort quelques-unes aussi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ce gamin, il a enchaîné depuis le mois d'août. Déjà, il a commencé, on a déjà dit, face à Nantes, on pensait que Dominguez allait être là. C'est lui qui a été là. Il fait tous les rassemblements espoirs. Là, il a eu une gêne la semaine dernière, une petite crampe. D'envoyer Dominguez à Monaco, c'était pas grave non plus. Tu le mettais un petit peu peut-être au repos. Non, il est encore là. Donc là, sa gestion aussi, alors peut-être que c'est lui qui a beaucoup envie de jouer ou quoi, mais sa gestion, je la trouve aussi un petit peu bizarre. Ou alors, comme on disait avec Fred en off après au Danube, peut-être que Carles aussi considère que Dominguez n'a pas le niveau pour remplacer Guillaume Brest, et qu'il préfère avoir un Guillaume Brest amoindri. Ça paraît compliqué. Enfin, le peu qu'on l'a vu, Dominguez, c'était quand même. Pour un match, pour un match, ça ira très bien. Je sais pas, on a quand même fait jouer du Peterson, du Hogg. Non, dans le sens, on a eu des gardiens moins bons. Oui, mais ça c'était avant. C'est pas Carles qui a fait ces choix-là. Peut-être que Carles estime que Dominguez, il préfère un reste amoindri qu'un Dominguez en plateforme. Je pose une simple question. Le truc de si tu veux qu'il continue à progresser, tu continues à le faire jouer. Je pense que c'est plutôt ça. De se dire on va pas le cramer entre guillemets en le sortant de l'équipe. Les tours sur le banc serait dur. On avait dit un gardien c'est pas géré de la même manière qu'un joueur de champ aussi. Donc moi je pense que le problème c'est plus ça que le niveau jugé par Carles de Dominguez. C'est bien le repos des fois pour tout le monde. Mais pas pour un gardien, tu le gères pas de la même manière. Tu peux pas faire un attaquant sur 4-5 matchs, il est pas bon, tu le sors, ça le piquer un peu. Un gardien, ça arrive très rarement. Il n'y a pas de souci de concurrence. Si on le met sur le banc, c'est pour se reposer, c'est pas pour relancer le débat avec Dominguez. Tu gères pas pareil. Ça dépend du tempérament du joueur. Tu peux, si c'est un joueur qui doute aussi, quand tu vois qu'il est très jeune, tu peux encore plus l'enfoncer aussi. On a vu qu'à Toulouse, les gardiens de base, comme une confrérie, on voit bien qu'à Toulouse, c'est le cas, tout le monde s'entend bien, ils sont proches avec l'entraîneur des gardiens aussi, ils sont toujours un peu bande à part, ce qui est normal dans tous les clubs. Il y a une bonne relation. Je vois pas un monde où en plus un Dominguez acceptait de rester alors que clairement il voulait pas être numéro 2. Je trouve ça, le management, ça aurait été bien, tu le laisses un match, reste, ça ne pas menacé, revient la semaine suivante, surtout qu'en plus là, il n'aurait pas joué Monaco, tu faisais rejouer Saint-Etienne, c'est très bien. Dominguez aurait rejoint ensuite en coupe la semaine d'après, tout le monde était content. Alors ce que là, pour le coup... Moi, j'achète pas trop ce truc d'amoindri. Le gars, il a un match par semaine, il a 19 ans.
je vois pas trop. Moi, je pense qu'il est fatigué mentalement, vraiment. Année, Sa pseudo-crampe face à Auxerre. Je pense que c'est une accumulation, ça ressemble, c'est du musculaire. Vous donc imaginez l'ascension fulgurante de passer de gardien de U19 ou de la réserve à la Coupe d'Europe, au JO. Bien sûr, il faut. Non, mais beaucoup d'étapes aussi dans Faut sa vie. digérer tout ça, c'est vrai. Il faut D'où digérer. l'année de la confirmation aussi qui est compliquée. Ouais, je pense que c'est plus mental que physique. C'est que voilà, peut-être tout est arrivé peut-être un peu trop vite. Il a eu le pic en fait, et forcément quand le pic, il est pas toujours, t'es pas toujours au top en haut de manière linéaire. Et là, sur Mais- ce match, je trouve qu'il a quand même manqué. On en aura besoin. Parce que s'il repart avec 5 buts dans les filets, je veux dire, sur les Poteaux-barres. sur les poteaux-barres, eh bien, il est spectateur. Le contre. Ce que tu parles, c'est le contre, le 3 contre 1 avec Likina qui la met juste à gauche du poteau. Ouais, donc là, il est scotché, quoi. Mais souvent Il y a ça, aucune réaction. comme à Paris, Ouais. sur la reprise. C'est vrai que quand il est battu, réellement Il est battu, battu. il s'arrête. Quoi. Il est sur sa ligne, c'est fini. Alors, quoi. soit est-ce qu'il manque de peps en ce moment, parce que ça peut être ça aussi. Et après, sur les qualités d'un gardien, c'est dur quand même d'être au top sur toutes les. D'être bon sur sa ligne, d'être bon sur les sorties. d'être- Surtout à 19 ans. C'est un Il sait gardien pas en la- formation. Et- Il est encore en formation, les gars. Aussi, alors je sais pas si ça existe trop maintenant, mais à l'époque, tu avais des écoles de gardiens. Genre, tu avais les gardiens italiens qui ne sortaient jamais. Et les meilleurs gardiens. Maintenant, c'est italiens, l'école allemande. je te parle Ouais. de On fait des Buffon, grands, etc. on fait des grands écarts et. Les mecs, ils sortaient jamais. Mmh. L'exemple typique. Toldo. Ouais, il y avait Buffon aussi qui était Oui, pas Buffon terrible. aussi, oui. Donnarumma, on le voit, il a des difficultés sur les sorties aériennes. Et puis tu as d'autres écoles, tu as l'école allemande, donc eux c'était un peu inspiré du handball, etc. T'as l'école Schumacher, tu fonds ton joueur et après t'as dit. L'école T'as des l'école manchettes. anglaise, bah t'as des gardiens pourris. Quoi. Voilà. Alors après, je sais pas comment. Ils avec la tête. comment on l'entraîne, quelle est l'idée directrice de son entraîneur, tu vois, enfin, ce qu'il veut lui faire faire, ce qu'il veut le faire devenir en fait. Je sais pas trop, mais moi je pense qu'il a besoin quand même d'un peu de repos. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord si on dit qu'on passe au top et au flop, que sur ce match, ben voilà, c'était pas pas notre championnat, mais c'est au-dessus et qu'on a quand même des carences et que ça nous a montré un petit peu ce plafond de verre ou ce qu'on doit améliorer si on Mais veut rien d'alarmant. estimer d'aller un peu plus haut. Non, Mais rien d'alarmant. Quand on est Toulouse, c'est même rassurant de savoir qu'on peut passer au travers comme ça. Oui. Parce que sinon, voilà, on serait pas à cette place-là au classement. Donc, tout à fait normal. Et surtout que si on gagne une vendredi. petite défaite de temps en temps. Voilà, le plus important, c'est Saint-Etienne qui est une équipe en plein doute et que si on fait pas un Mais résultat cette contre saison, eux, je ce pense sera que plus ce sera inquiétant. ça, quoi. Tu vas gagner, tu seras 9e, tu vas perdre, tu seras 10, 11e, et ça va être ça, quoi. Et en fait, on va terminer là, quoi. Vos tops, vos flops. Bon, j'ai pas de top personnellement. On a noté, hein, moi j'ai quand même bien aimé le match de Soiseau. Pourtant, il a pris 3 dans l'équipe. Ah bon? Ouais, c'est celui qui a eu la moins Je- bonne je note. n'ai J'ai absolument pas vu. compris. Il regarde pas les matchs, Je ne pense pas. Fou, hein. Je sais pas le gars, ouais. je Il sais a pas lancé si- un dé. Ils ont l'IPTV à l'équipe. Non, mais il a pas lancé été- un dé et. Il n'a pas voilà. été extraordinaire, mais en tout cas dans l'équipe, il est clairement au Enfin, centre. pour moi, je trouve, c'est le meilleur Toulousain sur Ouais. ce Ah, match. bah, je suis assez moi je suis d'accord aussi. Dans Enfin, l'envie, donc, tout je ça. ouais, il a eu du déchet après, mais comme tout le monde. Mais après, il fait celui qui se crée le plus d'occasions, comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure. Sur son côté Situation. gauche, il a été super. Situation, merci. Il a été. Je l'ai repris tout samedi, donc c'est normal. Il a été très actif. Ah, non, moi je l'ai trouvé trop intéressant. Ouais. Il y en a qui. Il y a eu du Plutôt correct KCRS. pour King, moi je trouve qu'il a été, il a fait ce qu'il a pu avec les rares ballons qu'il a eu à négocier. Je trouve qu'il a été plutôt bon. Là, Ouais, désolé. je sais pas, il y a 2-3 duels de la tête où il est suspect. Je sais pas, il va pas vraiment, il saute pas. Je sais pas trop ce qu'il fait. Qui ça? Mais King, King, je sais pas. 2-3 duels j'aime où le terme. en fait il les joue pas. Ouais. Du coup, le défenseur il met coup de coude dans la nuque. Ils font l'ascenseur parce qu'ils n'ont pas le choix. Au final, ils se défilent. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris l'idée, l'intérêt. Enfin, après, je sais pas. Peut-être obtenir des coups francs, je sais pas. Peut-être. Hein. Je sais pas. Flop. On l'a dit, Siro. Hein. Ouais. Siro et on l'a dit aussi. Pour moi, reste. Il y a Beau qui s'était pas Ouais, mal. beau aussi. Ouais. Moi, je vais dire le 11, mais avec effectivement les entrants aussi. Un peu déçu. Babika Babika qui doit on n'a faire pas de Moi, la vie. un Babika frais qui doit faire mieux en fin de match, qui doit être plus lucide. Je pense qu'en plus de ça, il sort du banc. Donc, Moi, je te rejoins. Pour moi, c'est le collectif toulousain dans son ensemble. Et je mets le staff aussi parce que l'entraîneur, pour moi, c'est un flop sur ce match. Ben, moi, je mettrais tout le secteur défensif. Vraiment, ils ont tous à un moment donné fait des erreurs grossières. Non, c'est un petit avertissement pour ce secteur-là, quoi, qui quand même était assez performant. En plus, je sais pas vous, mais quand vous voyez Zakaria qui va pas rentrer qui va pas commencer, vous vous dites pas
peut-être notre chance. Ouais. Eh bah, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas alarmant. Le vrai pas match est alarmant. vendredi. Pas d'alerte crise, Si on gagne vendredi, on sera placé, on passera Noël entre la 8e et la 10e place. Donc ça sera bon. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci mon cher Fredo à la technique. Merci Nathan. Merci Camille. Merci Clément. Merci Camille. Merci Mathilde. Ben, merci à vous. Merci Vincent. Merci Camille, Merci à toutes ceux et celles qui nous suivent. Vous pourrez retrouver l'émission dans quelques minutes là en podcast. On se retrouve vendredi au Stadium pour Toulouse Saint-Etienne et mardi pour débriefer tout ça. On vous souhaite une très belle soirée de Ligue des Champions et à vendredi. Ciao, ciao. Ciao.